Par contre, du moment que tu atteins des prix de l'ordre des 10 millions, bah, si tu veux, les acheteurs se font beaucoup plus rares. Au final, ce qui est très précieux, c'est ton acheteur. Des appartements, des maisons dans ces prix-là, il y en a quand même un certain nombre. Et au pire, t'en auras d'autres. T'en auras d'autres, exactement. Par contre, la relation que tu peux avoir avec ton acheteur, ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, c'est à ça que tu t'accroches. Donc, c'est pour ça qu'on ne court pas forcément après énormément de mandats dans le luxe. On va plutôt courir après les acheteurs. Moi, si je devais investir chez vous, bah, je viendrais pas pour l'idée, pas pour ce que vous m'avez raconté, mais je viendrais pour l'équipe. En fait. Je pense que c'est ça ta grande force. Moi, j'ai toujours été un team player. Donc, si tu as une équipe, tu peux aller où tu veux. Aujourd'hui, on a la chance de passer un moment avec Grégory Authieri, le fondateur de Gary et Urban Ride. On va parler entrepreneuriat, innovation dans le domaine de l'immobilier et aussi comment choisir son équipe. Bonjour Max, bonjour Greg. Greg ? Bonjour Alex, bonjour Max. Comment ça va ? Ça va super et vous ? Génial, merci d'être là, trop cool de t'avoir. Mais merci de me recevoir. Première question, on va aller direct droit au but. Vas-y. Comment est-ce que tu vends un appart à 10 millions ? Quelle est la technique ? La question à 10 millions, ça. C'est quoi ton secret ? Alors, il n'y a pas vraiment de secret. Je pense que pour vendre un appart à 10 millions, tu dois... Déjà, tu ne vas pas le vendre. Ça ne se vend pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à acheter un appartement. Tu dois en fait prouver à la personne que ça va être la meilleure solution pour elle. Donc tu dois lui amener en fait les meilleurs atouts de l'appartement. Ça ne va pas forcément être que l'appartement. Ça peut être la sécurité d'un immeuble, ça peut être la localisation, ça peut être le service qu'il y a dedans. Après, si tu veux, si l'objet en fait il répond pas vraiment à la demande du client, tu pourras rien faire contre. Il n'y a pas de technique de vente ultime, il n'y a pas de chose magique que tu peux faire pendant une visite. On dit toujours, vendre un bien immobilier, tu as environ 30 secondes avant de savoir si le client il va acheter ou pas, quand il rentre. C'est des statistiques grossières, mais en gros, tu vas rentrer dans un appartement ou une maison. Au bout de 30 secondes, tu sauras déjà, si tu as une chance, inconsciemment, si tu vas l'acheter ou pas. Donc, au final, c'est amener la chose, et où tu vas faire la différence, c'est dans ton suivi. En fait, c'est surtout ça. Quand quelqu'un vient sur un appartement à 10 millions, peut-être qu'il va avoir d'autres contraintes, qui vont être des contraintes financières, de temps... d'établissement, surtout en Suisse, aujourd'hui, pas tout le monde peut acheter comme ça. Si tu n'es pas résident, tu dois t'établir en Suisse en amont. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que si toi, tu facilites tout le process, du coup, tu as peut-être une chance de faire l'affaire à la fin. Donc, j'ai envie de dire, tu peux mettre autant en valeur que tu veux un bien immobilier. S'il ne répond pas exactement à ton client, ça ne servira à rien. Donc, c'est pas vendre l'appartement, c'est trouver l'acheteur. Trouver le fit en fait. C'est plus important de trouver ton fit entre ton acheteur et ton bien, plutôt que d'essayer de... c'est quoi Wolf of Wall Street, sell me this pen, et puis tu peux pas lui enfoncer le truc. Ouais. Non, exactement. Tu vas jamais lui mettre le stylo dans la gorge. Et surtout, si tu essayes de faire ça, tu vas perdre ton client acheteur. C'est-à-dire que tu pourras pas le placer autre part. Moi, quand je rencontre un client qui a un budget de 10 millions, je ne vais pas lui faire du forcing à mort pour absolument qu'il m'achète mon appartement à 10 millions. Je vais lui proposer un objet. Si ce n'est pas exactement celui-là, ok, on passe au suivant. Mais moi, ce que je veux, c'est conserver la relation avec ce client qui a 10 millions de budget. Parce que dans le luxe, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché s'inverse. C'est que dans le marché standard, ce qui est important, c'est d'avoir du mandat, c'est d'avoir des objets à vendre, à proposer, parce qu'il y a un énorme volume d'acheteurs. Donc si ce n'est pas la personne A qui va acheter, c'est la personne B. Ça, voilà. Par contre, du moment que tu atteins des prix de l'ordre des 10 millions, bah, si tu veux, les acheteurs se font beaucoup plus rares. Donc au final, ce qui est très précieux, c'est ton acheteur. Des appartements, des maisons dans ces prix-là, il y en a quand même un certain nombre. Et au pire, tu en auras d'autres. Tu en auras d'autres, exactement. Par contre, la relation que tu peux avoir avec ton acheteur, ça, c'est beaucoup plus rare. Donc c'est à ça que tu t'accroches. Donc c'est pour ça qu'on ne court pas forcément après énormément de mandats dans le luxe. On va plutôt courir après les acheteurs. Pour donner une idée, là on va parler du marché suisse, mais à quel moment tu définis que c'est c'est du luxe dans un appartement? À partir de quel prix, on va dire, tu dis ok, là on est dans du luxe? C'est quoi le prix où tu dis là on passe l'étape d'après? C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que, prenons un exemple de Genève par exemple, tu vas prendre un appartement à 3 millions, tu vas l'excentrer. En fonction de la commune, ça va devenir un objet de luxe. Parce qu'en fait, si tu veux, il va sortir du marché. Luxe, ça ne veut pas dire forcément quelque chose avec des poignées en or, avec des robinets en or, tout ça. Ça veut dire en fait un objet qui est en dehors du marché pur à cette localisation. C'est ça. Donc en fait,
si tu prends le centre de Genève, un appartement de luxe, ça va commencer peut-être dans les 5-6 millions. Déjà, tu es dans déjà des très très beaux objets. Mais si tu sors dans les zones périphériques, du coup, tu seras dans des budgets plus petits, mais tu seras déjà dans du luxe, en fait. Ok. Et en tant que... on va dire, je connais très peu le marché de l'immobilier d'une certaine manière. On entend toujours le marché il fait que de grandir, machin, tu vois, c'est un peu entre guillemets c'est facile, tu vois, tout va bien et de toute façon si j'ai un appart, on en parlait encore dans la voiture avec Max avant, c'est de dire ah mais attends, moi si j'ai un appart demain, je peux le vendre parce que c'est facile. Je pense pas que ce soit toute la réalité, je pense que c'est plus compliqué que ça à chaque fois. Mais est-ce que tu as l'impression que alors je dirais même à Genève pure ou on peut dire même Suisse romande, est-ce qu'on est un peu dans un système à quel moment ça va arrêter, tu vois, on va stagner d'une certaine manière. Ouais. C'est si tu veux, les 3 dernières années, elles sont pas vraiment, c'est pas un bon track record. Ok. Les gens qui ont été actifs uniquement sur cette période-là, ils ont vécu un peu une période enchantée où c'est vrai, il y avait très très peu d'objets. Il y avait toujours de la demande forte étant donné que les taux étaient très bas. Du coup, les transactions se faisaient de manière très rapide. Mais c'était pas un marché qui était normal, en fait. Okay. Et c'était pas un marché qui était entre guillemets sain, même s'il était très dynamique. Si tu veux, c'est... Ça, tu dis 2020-2023 pour dire de 3-4 dernières années. Okay. La période Covid et juste avant Covid et encore. Le marché est toujours ultra dynamique, mais ça va toujours partir du fait que comment tu vas placer ton produit. Moi, c'est ce que je dis à tous les propriétaires, en fait. C'est est-ce que vous avez le temps ou pas? Si tu me dis, moi, dans mon appartement, je dois le vendre dans 2 mois, tu vas peut-être pas faire l'affaire du siècle en le vendant. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent plus, ils prennent plus leur temps, ils ont déjà plus de choix aussi qu'il y a 2 ans. Il y a plus d'objets sur le marché. Donc oui, il y a toujours plus de demandes que d'offres, ça c'est certain. Mais on sent quand même un léger ralentissement. On sent que ça commence un peu à se calmer. La frénésie, là maintenant, tu dis, ou depuis, là maintenant, c'est les 12 derniers mois. Ok. Ouais, parce que si tu veux, c'est... de nouveau, il y a plusieurs marchés. Il y a le luxe, il y a le marché standard. Mais si tu prends le marché standard, quelqu'un qui a acheté un appartement à 1,5 million il y a encore 2 ans et qui empruntait à 0,8%, qu'il achète à 1,5 million, 1,6 million, 1,7 million, ça lui faisait pas une énorme différence mensuelle. Ouais. Aujourd'hui, à 3%, 2,5%, ça commence à faire réfléchir. C'est plus la même décision. Non. Et du coup, tu vois d'ailleurs des objets qui sont correctement pricés, où je pense qu'il y a encore une petite marge de négociation dessus, qui mettent un certain temps à se vendre. Alors qu'il y a encore 12 ou 18 mois, ça se vendait tout de suite. Ce serait parti comme ça. Voilà, c'est ça. Et en Suisse, on voit aussi que ce marché, il continue à grandir, il continue à évoluer. On a l'impression, un peu comme Alex disait, que ça s'arrête jamais. Et il devient accessible, plus ou moins, on va dire, pour monsieur tout le monde, mais ça reste assez compliqué. Est-ce que ça va rester comme ça, selon toi? Est-ce que ça va changer? Est-ce que... quelle est la dynamique à ce niveau-là de l'accès à la propriété qui est assez compliqué pour beaucoup de gens en Suisse par rapport à la France, par exemple? Alors, je pense que ça restera toujours compliqué. Plus compliqué qu'en France, par exemple, où tu peux acheter sans fonds. Ouais. Alors, il y a des discussions déjà aujourd'hui où ils veulent qu'on puisse avoir un accès plus important à notre deuxième pilier pour pouvoir mettre plus de fonds propres, pour diminuer ton apport en cash pur. Ça sera toujours un peu plus compliqué parce que la Suisse, elle a toujours eu un rapport à la propriété qui était très conservatrice, en fait, comme la Suisse elle-même. C'est-à-dire de protéger son marché. Et c'est pour ça aussi que c'est plus compliqué d'accéder à la propriété. Mais par contre, quand tu y accèdes, tu vois des mouvements qui sont moins violents sur le marché. Une crise en Suisse, ça va être... Alors, à part des crises des années 90, c'était il y a 30 ans, et je pense qu'on n'était pas, vous comme moi, encore actifs là-dedans. Mais si tu prends ces 30 dernières années, une crise, c'était une dizaine de pourcents. Allez, une vingtaine de pourcents de correction. On n'a jamais atteint des niveaux de crise comme on a pu avoir aux États-Unis ou dans certains secteurs, même en Europe, où tu pouvais perdre la moitié, voire plus, en fait, de la valeur de ton bien. Donc, c'est toujours un choix entre faciliter l'accès à la propriété et prendre un risque, en fait, sur les gens qui investissent, en fait, dans tous les sens. Parce que c'est clair, tu prends le modèle français, il est super attractif, mais tu vois plein de gens qui se plantent aussi, qui vont en fait, acheter, faire du levier, réacheter, réinvestir. Et puis en fait, au bout de quelques années, ils se retrouvent avec un parc immobilier énorme. Et en fait, il y a une micro-correction sur le marché. Il y a tout qui s'effondre. En Suisse, c'est pas possible. Parce qu'en permanence, on te demande un apport de fonds.
on demande au fait de toi-même sécuriser ton objet. Alors oui, on crache beaucoup sur les banques parce que il faut amener de l'argent, ils prennent pas de risques et tout ça. Mais d'un autre côté, si tu achètes un appartement aujourd'hui, j'ose espérer que dans 5 ou 10 ans, il vaudra toujours la même chose, voire plus. Donc c'est un peu une sécurité. C'est aussi le bon enfin, entre guillemets, c'est le côté c'est le trade-off que tu fais pour c'est plus difficile à accéder, mais le jour où tu peux, tu sais que tu es beaucoup plus sécurisé, on va dire, que sur un autre marché, quoi. C'est le refuge suisse. Ouais. C'est ça, hein, mais comme le Francfort, comme toutes ces choses-là. Ouais. Je pense que c'est un choix politique, c'est un choix culturel aussi, hein, probablement. Complètement. Et c'est aussi intéressant de constater qu'une fois que tu as ta propriété, elle peut aussi se transmettre, par exemple, beaucoup plus facilement qu'elle peut le faire en France. En France, il y a vraiment cette incitation à vendre ton bien à un moment donné de ta vie, ce qu'on n'a pas du tout en Suisse. Ouais. Ça, moi, j'ai jamais compris le concept français par rapport à ça. C'est peut-être justement pour ramener des biens sur le marché, non ? Ouais, moi je crois que c'est surtout quand même pour générer de la taxe, hein, et puis récupérer quand même, parce que d'une manière ou d'une autre, ils récupèrent cette taxe. Donc c'est pas qu'ils remettent un bien sur le marché, c'est que dans tous les cas, en fait, tu as une taxe qui est due à l'État, quoi qu'il se passe. Moi je pense, moi je suis partisan du fait qu'effectivement le modèle suisse sur la succession, c'est un modèle qui est sain, parce qu'au final, tu as des parents qui vont peut-être se saigner toute leur vie pour faire l'acquisition d'une maison, d'un appartement où les enfants vont grandir. Je trouve ça normal qu'en fait ça revienne aux héritiers. Complètement. Et pour ça, moi je suis heureux d'être en Suisse. Ça c'est clair. Non, vas-y, si t'avais un truc. Non, moi, ce que je trouvais intéressant, parce qu'on parle de l'investissement, là, en gros, on parle de l'investissement pour soi. C'est-à-dire, j'achète mon appart, j'achète ma maison pour vivre dedans. Mais il y a aussi le côté de l'investissement immobilier, c'est-à-dire pouvoir s'acheter. Il y a très peu de gens qui peuvent s'acheter un immeuble ou qui peuvent s'acheter des appartes pour les louer, alors que justement, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus ailleurs. Et ça, je trouve intéressant de voir que ça existe. J'ai l'impression que ça n'existe pas trop, mais on voit de plus en plus des petites plateformes aussi qui commencent à arriver, comme Foxstone, des choses comme ça, qui permettent un peu ça. Mais c'est assez nouveau quand même ici, non ? C'est très nouveau. Et c'est... En fait, le marché suisse il a toujours été assez institutionnel en fait, sur tous ces objets d'investissement. Donc, tu as quand même beaucoup d'immeubles qui sont détenus par des grosses caisses de pension, des grosses fortunes, des grandes familles. Et le modèle d'un Foxstone, par exemple, est, moi, je trouve ultra intéressant. Parce qu'effectivement, c'est eux qui vont en fait ouvrir un peu l'accessibilité, enfin, qui vont donner la possibilité aux petits investisseurs, entre guillemets, de rentrer dans les affaires immobilières. Après, c'est comme tout, c'est comme si tu vas chercher un deal, si tu vas creuser, si tu vas... Effectivement, à Genève, ça va être compliqué d'aller investir. C'est clair. Parce que tu n'as rien en dessous de 1 million, puis il va falloir entre 2 et 300 000 minimum à mettre. Et quand tu es jeune, tu as 25 ans, tu les as pas forcément. Après, il faut peut-être sortir les sentiers battus. Il faut prendre des risques aussi à un moment donné. La Suisse romande, c'est pas que Genève, c'est pas que Lausanne. À Bulle, ils parlent encore français. En Gruyère aussi. Comment Voilà, il y a des zones qui sont dynamiques, il y en a qui le sont moins. C'est pas pour rien qu'en fait, quand tu sors un peu de ces zones, on va dire très dynamiques que sont Genève et les autres villes, ça coûte moins cher, tu as plus de rendement. Par contre, c'est plus de travail à créer du rendement, à trouver ta locataire, tu as plus de tournus des fois. C'est plus un challenge. Mais par contre, tu peux avoir un retour sur investissement qui est ultra intéressant. Mais il faut prendre le risque. En Suisse, on n'aime pas forcément ce risque-là. Mais tu as ce côté Foxstone qui amène, on va dire, d'une manière technologique, l'accès à l'investissement immobilier. Mais après, tu as aussi, entre guillemets, le côté old school, où tu te dis, bah ouais, en fait, il y a encore énormément d'opportunités, mais qu'on ne va pas forcément chercher parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on n'a pas envie d'aller les chercher, peu importe la raison. Mais il reste encore quand même beaucoup d'opportunités, selon toi, sur l'investissement, petit investissement. Moi, je suis convaincu. Immobilier en Suisse. J'en suis convaincu. Et le problème du Genevois et du Suisse romand, et je pense du Suisse en général, moi, je suis comme ça. Hein. On est très attaché en fait, à d'où on vient, où on habite, où on a grandi. On a beaucoup de peine à se détacher, en fait, à bouger. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à avoir des œillères et puis se dire... J'ai grandi à Genève, je vais quand même pas aller acheter sur vous.
Ça serait fou. Qu'est-ce que Déjà, rive droite, rive gauche, Voilà. suivant. Moi, je dis toujours, Et vice-versa, hein, d'ailleurs. Bien sûr. Oui, Quelqu'un sur Vaud, dire qu'il va à Genève, Mais c'est c'est ça. limite une trahison envers C'est sa ça, patrie. c'est quoi. ça. Je veux pas me taper le bouchon en rentrant à 17h en arrivant à Genève. Je peux comprendre. Mais des fois, il faut se faire un peu violence. Et je suis pas en train de dire que moi je le fais forcément, que je suis un bon exemple. Et Non, c'est mais là, des tu choses parles- que je considère, mais je parle de manière un peu plus générale. Là, tu parles aussi pour un investissement, tu vois, Ouais. purement, pas pour y habiter, hein, vraiment purement Ouais. investissement, d'aller voir, bah, tu vois, tu parlais de prendre l'exemple de Bulle ou je sais pas où, d'aller voir ce genre de truc en fait. Oui, Ouais. ça te complexifie la tâche, parce que comme tu dis, bah, c'est peut-être pas si simple de trouver un locataire, etc. Mais il reste des opportunités. C'est juste qu'on dit qu'il n'y en a pas parce qu'on dit, ah, mais à Genève, il n'y en a pas. Ok, parce que c'est. Ah oui. Faut aller- C'est clair, tu vas pas t'acheter un immeuble sur la rue du Rhône. Mais c'est pas pour rien que même les institutionnels commencent, enfin ça fait un moment qu'ils y sont hein, déjà, à aller dans toutes ces régions qui sont moins densément peuplées, qui sont un peu plus de challenge à développer. Et les asset managers, ils vont hein, maintenant dans ces zones où on avait l'impression, étant plus jeune, et ayant grandi là, où tu avais cette impression où c'était pas des no man's land, mais en gros il se passait rien à part qu'il y avait des masos et des vaches. Et en fait non, il y a des industries qui vont s'installer là-bas, il y a des bureaux qui vont s'installer là-bas, il y a de la population. Il y a des zones qui démographiquement grandissent, il y en a d'autres qui rapetissent, il faut juste se renseigner et savoir où aller. C'est intéressant parce qu'on en parlait aussi en venant ici du fait que Swissquote, ils ont un énorme bureau à Gland. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant de se dire, bah, en fait, logiquement, des grosses boîtes, à un moment donné, bah, elles doivent se décentraliser des grandes villes et puis elles vont aller dans des plus petites villes. Gland, c'est bien situé, évidemment, entre Genève et Lausanne, mais c'est pas dans une grande ville. Mais du coup, ça crée... forcément, il y a une agglomération des gens du coup, qui se font vers cette ville-là. Donc, c'est aussi réussir à peut-être trouver les opportunités d'investissement. Où est-ce qu'il va y avoir un jour un grand bureau d'une grosse boîte qui va se faire. Bah, typiquement, vers Bulle, il n'y a pas loin les usines Cartier, etc. Il me semble qu'elles sont par là-bas. Donc, il y a forcément aussi de l'intérêt à ce niveau-là pour les gens qui vont pour le boulot. Ouais. Alors, le jour où tu sais ça, tu m'appelles. Ouais. Avec grand plaisir. Le jour où tu as cette info, tu nous. On va Voilà. essayer d'avoir des Exactement. insiders informations là-dessus. Mais c'est là toute la complexité, mais c'est même dans la finance, hein, c'est pareil. C'est Comment tu vas l'information, ça- quoi. C'est que de l'info. C'est comment tu vas réussir à choper cette info. On en revient toujours à la même chose, à comment tu crées ta data, et puis comment tu as cette info, et puis comment tu la génères, et puis comment tu la gardes vive, et tout ça. C'est la même chose. Ça, c'est un truc dont on parlait la dernière fois qu'on s'est vu quand on a déjeuné, mais c'était une conversation que je trouvais vachement intéressante. C'était de dire, en fait, bah alors là, par rapport à l'information, hein, c'est en fait comment tu utilises cette information, comment tu la récoltes, et à quel point la technologie, en fait, aujourd'hui, a un rôle à jouer dans cette partie-là, on va dire, dans l'utilisation, la récolte d'infos. Ça fait combien de temps que tu bosses dans l'immobilier maintenant, à peu près? Ça fait une dizaine d'années. Les 10 dernières années, bah, j'imagine que oui, il y a une différence, mais c'est quoi un peu les évolutions en termes d'utilisation de technologie dans l'immobilier où tu as vraiment vu des différences qui sont arrivées? Bah, on parlait de Foxstone, parce que concrètement, c'est une entre guillemets, révolution technologique. Mais c'est quoi les autres trucs que tu vois qui ont une différence? En Suisse, pas énorme. Pas énorme. Ok, Mais comme souvent, on est un peu en retard. on est un peu en retard. Par contre, si tu t'intéresses un peu au marché anglo-saxon, américain, ils ont déjà des outils en fait où ils commencent à intégrer l'IA dedans et ils commencent en fait à automatiser si tu veux, le traitement de leurs données. Tu pars d'une info de base. Par exemple, je sais que monsieur tel et tel a une maison, et il a tel âge et il a acheté à telle année. Qu'est-ce que t'en fais? Tu as une source d'information pour moi, étant dans l'immobilier, qui est énorme. Et qui est ouverte en soi, qui est publique. qui est public. Absolument, ouais, que tout le monde peut utiliser. Après, c'est juste qu'est-ce que t'en fais, à quel moment, comment tu la relances, pourquoi, et quel message tu vas employer. Si c'est juste pour lui envoyer une carte de vœux à Noël, effectivement, ça ne servira à rien. Mais aujourd'hui, c'est pas assez utilisé, c'est pas du tout utilisé cette data, très peu, mal, c'est quoi le... C'est très peu. On n'a pas d'outils qui sont très performants en Suisse encore. C'est pour ça que je parlais des États-Unis, par exemple. Eux ont des outils un peu plus poussés, enfin bien plus poussés même que nous, qui leur permettent justement d'avoir les automatismes déjà. Des sociétés comme la nôtre, nous on est trop petits en fait pour faire un développement d'une structure comme ça de traitement de données. Mais je pense que ça va arriver forcément
qu'un gros acteur de la place s'y mette et investisse massivement dans un CRM qui en fait, qui prend en compte ces choses-là. Parce que aujourd'hui, si tu veux, dans l'immobilier, ce que tu as accès en Suisse, ça va être des CRM qui traitent en fait juste les infos de base de tes clients, que ce soit acheteurs ou vendeurs, et qui vont commencer à faire des matchings ou des genres de choses entre acheteurs et vendeurs. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut être beaucoup plus proactif aussi dans l'offre qu'on peut amener au client. Parce que c'est pas juste lui vendre un service ou lui vendre une maison. Mais ça peut être lui proposer de l'information. Ça peut le mettre en garde aussi sur certaines choses. Tu sais, là, on est dans la phase où on va probablement devoir rénover énergétiquement tous les bâtiments, en tout cas du canton de Genève, vous aussi. Ça va coûter énormément d'argent. Ça sera très probablement une obligation. Qu'est-ce qui va se passer au moment où la personne qui est à la retraite depuis quelques années, qui n'a plus de revenus, elle va se rendre compte qu'elle va devoir investir 250 000 francs d'ici à 5 ou 10 ans pour refaire son toit, son isolation et sa chaudière. C'est ce genre de choses qu'on peut amener en fait, en traitant, en ayant l'âge des propriétaires, en ayant le typologie de maison, l'âge de la maison, ce genre de choses. C'est un service, c'est un service quoi. C'est du conseil. Ouais, c'est ça, c'est du donnant-donnant. Et moi, je suis convaincu que moi, j'ai toujours fonctionné à la synergie et à la. Faut donner pour recevoir. Ça, dans la vente aussi, c'est exactement quelque chose qu'il faut faire absolument. Moi, c'est ce que je dis à tous les courtiers qui travaillent avec moi. C'est avant de demander à quelqu'un s'il veut vendre sa maison avec toi, assieds-toi autour d'une table, comprends qui il est, montre-lui toi qui tu es, dévoile-toi un petit peu pour que lui se dévoile aussi. Parce qu'autrement, ça ne marchera pas. En fait, t'es dans un giron. C'est un peu c'est presque comme de la drague, en fait. C'est vraiment ça. T'es dans de la séduction. Et en fait, t'es dans un rapport qui est complètement humain. On peut digitaliser tout ce qu'on veut. On peut automatiser les process comme on veut. À la fin, je suis convaincu, et ça, c'est ma vision. Alors, peut-être que je suis un vieux con, hein, je ne sais pas. Mais je suis convaincu qu'à la fin, c'est quand même l'humain qui fait l'affaire. Tu peux avoir les meilleurs outils à dispo. Ça sera toujours pour moi l'humain qui le fera à la fin. C'est lui qui fera signer la vente. Tu penses pas qu'on arrivera à un stade Mac, je pense qu'il est pas d'accord parce qu'on a ces discussions souvent. Non, mais moi honnêtement, chaque fois, je sais pas. Donc honnêtement, j'en sais rien. C'est juste que je trouve fascinant les deux côtés et je suis là, ça m'obsède parce que je suis là, mais à quoi ça va ressembler, tu vois. Et bah, typiquement, ça c'est la question, c'est de dire, quand tu réfléchis intellectuellement, c'est vachement logique de se dire, je sais pas, tu plugues tout dans un système, tu prends de l'AI, tu fais l'analyse et il dit concrètement, par rapport aux données qu'on a sur toi, aux données qu'on a du marché, aux données que j'ai, le meilleur bien, c'est le bien A. C'est mathématique d'un côté. Je me dis, ça c'est tout à fait juste et ça a du sens. Puis après, je me dis, mais en fait, là, si on parle de vente, la personne dit, ok, bah, c'est le A que je dois acheter. Vu qu'on est des humains, il y a un côté émotionnel, on pourra, j'ai l'impression, jamais l'enlever en fait. Et du coup, même si le A a plus de sens sur papier, potentiellement que le mec il va acheter le B parce que, je sais pas, il est tombé amoureux de l'endroit, au moment où il est rentré, il y a eu une odeur. Enfin, il y a des trucs qu'on peut pas vraiment prendre en compte et qui sont quasi impossibles à modéliser dans un algorithme, pour dire. Et ça, il y aura toujours, à mon avis. Mais d'un côté, c'est pas logique parce que sur papier, ce serait plus logique de prendre une certaine décision. Mais c'est ça qui fait qu'on est humain. C'est ça, c'est que pour moi, on peut pas l'enlever en fait. C'est impossible. Comme je te dis, c'est de la séduction. C'est pourquoi telle fille, elle est tombée amoureuse de tel garçon. Alors que physiquement, ils se ressemblent pas du tout, que peut-être la fille est beaucoup plus jolie que le garçon. Et... Ouais, il y a des paramètres que tu peux pas gérer. Mais ils avaient fait une émission d'ailleurs un peu comme ça où ils avaient essayé de prendre les personnalités de je sais pas, de 10 filles et 10 garçons. Ouais. Ils avaient fait des matchings. Ça marche jamais. Et ça marche quasiment jamais. Non. Je crois que sur 10 matchings qu'ils avaient essayé de faire, il y en a peut-être un qui avait marché parce que c'est un coup de chance. Bol, quoi. Ouais. Mais généralement, c'est ce facteur un peu X qui fait que on n'a pas encore réussi à... On n'arrivera jamais. Qu'on arrive, parce que c'est pas mathématique en fait. Je pense qu'on peut aider beaucoup. Il y a énormément à faire, que ce soit avec la data, avec la matchée avec l'IA, tout ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, encore une fois, mais je pense qu'il y a beaucoup d'aide à attendre de tout ça. Mais le dernier mile, je pense que ça sera toujours l'humain qui devra le faire, parce que c'est aussi pourquoi tu peux avoir 2 vendeurs des meilleures boîtes du monde qui arrivent chez un client. Pourquoi il va choisir la boîte A ou la boîte B ?
concrètement, ils ont les mêmes bilans, ils sont aussi efficaces l'un que l'autre. Tu t'entends bien avec le mec? C'est humain. C'est ça. C'est sûr. C'est ça. C'est juste, au bout d'un moment, il ne faut pas oublier que, surtout dans le résidentiel, tu rentres chez les gens, tu rencontres les propriétaires, mais tu vas rencontrer les enfants, tu vas rencontrer peut-être la nounou, la femme de ménage, ils vont te donner la clé de chez eux, tu vas voir l'intérieur de leurs armoires, tu vas tout, tu auras accès aux clés des voitures qui traînent, enfin, peut-être tu verras des papiers que tu ne vas pas vraiment regarder, mais ils seront quand même posés sur la table. C'est toutes ces choses-là qui font que bah, tu n'as pas forcément envie que ça soit juste une intelligence artificielle qui choisisse qui va venir chez toi. Donc, c'est pour ça que moi j'y crois, mais pas non plus qu'on va... C'est pour ça que je suis bullish en fait sur mon métier. Je suis convaincu que mon métier va continuer, mais qu'il va évoluer. C'est uniquement ça. J'ose espérer en fait qu'il sera juste plus optimisé. Je me déplacerai moins pour rien peut-être. C'est ça. Je perdrai peut-être moins de temps dans mes déplacements, dans mes visites, dans mes rendez-vous, mais je suis assez convaincu que l'humain sera toujours là. C'est de l'optimisation en fait de ton temps. Exactement. Donc toi, tu vois plus le comment on appellerait ça, la technologie, je mets tout dedans, IA, etc., comme un support à la vente, comme un support à ton métier ou à ta boîte, plutôt qu'une, on va dire une fin en soi, quoi. C'est vraiment un truc qui va te permettre d'être juste plus efficace et... Moi, j'en suis convaincu. Réellement. Je pense pas qu'on pourra sortir complètement l'humain de tout ça. En tout cas, je le souhaite pas. Parce que ça devient vachement triste. Ça veut dire qu'en fait, on serait pas les seuls en fait, à disparaître. Donc, on serait bien seuls après dans le monde. Mais quand tu touches à ta maison, tu touches aux sentiments, tu touches aux émotions, tu touches à tout ça. Donc, tu auras toujours une petite part en fait, de toi qui va... Ça peut être des bêtises. Moi, je vois des ventes qui se font pas, mais pour des détails. Des détails. Peut-être que j'ai eu une fois un deal qui s'est pas fait parce que le voisin avait eu une histoire avec la femme du client qui voulait acheter la maison. Bon, ça, c'est pas un détail. Non, mais disons. Non, mais oui, je vois, c'est un truc comprendre. humain, quoi. c'est ça, une IA, il peut pas le savoir. Je suis Non, c'est désolé. un truc humain. Non, ça c'est clair. Je peux pas le savoir. Enfin, c'est ouais. Pour l'instant. Pour Pour l'instant. l'instant. Non, mais c'est un truc humain. En soi, c'est 100%. purement humain. C'est quoi si tu... Je sais que c'est impossible, mais c'est quoi le pourcentage aujourd'hui, tu dirais, dans une vente? Et imaginons, on pousse la technologie, on arrive à un stade où tu l'utilises beaucoup au sein de Gary, on va parler après de la boîte et tout, mais imaginons, tu pousses le truc, vous arrivez à un système où vous utilisez de plus en plus la data et la technologie. Ce serait quoi? C'est 50-50? C'est 30% tech, 70% humain? C'est quoi le mix parfait à ton avis? Je pense à terme, tu es minimum sur du 50-50. Ok. Mais peut-être que même la tech pourrait prendre le pas, peut-être un peu plus sur l'humain à la fin. Donc on va dire 60-40 pour dire. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi les boîtes immobilières? Elles sont quoi? 100 0? Ouais, presque. Non, pas à ce point-là, mais tu es vraiment sur du 80-20. Ok. Comme ça. Ça dépend aussi de la définition du rôle du vendeur. Parce que moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au final, la vente se fait principalement sur la relation entre le vendeur et son client. Et en fait, l'IA, là où elle va vraiment être intéressante, c'est plutôt faire du mix and match, simplifier certains processus, etc. Ce qui va plutôt te permettre de te concentrer vraiment sur la relation que tu as avec cette personne. Exactement. Et non pas sur de la recherche, de la rédaction de courrier, de machin, des trucs qui, en fait, toi, sont pas ce que tu as envie de faire et sont pas le cœur de ton métier au final. Donc, ça va te permettre de toi te focaliser sur vraiment ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire, j'imagine. Exactement. Moi, en fait, avec les années, ce que je vois, la chose la plus chère que je possède, c'est le temps. Une journée, malheureusement, elle n'a que 24 heures. On arrive vite au bout. Et c'est comment je vais optimiser ça. C'est clair que si je passe une matinée à faire 1000 courriers, ouais, c'est pas ça qui va me rapporter énormément de jobs. Par contre, si j'ai un outil derrière qui va mâcher tout ce travail-là, puis derrière, de toute cette prospection-là, au final, sur une matinée, au lieu de faire 1000 courriers, je vais faire 3 rendez-vous. Et c'est des rendez-vous qualitatifs, parce que c'est des gens qui ont été définis comme potentiellement vendeurs, potentiellement acheteurs, potentiellement des clients. C'est des choses qui, moi, me sont beaucoup plus valorisantes. C'est clair, parce que c'est là où je vais avoir une valeur. Donc, et après, comme dit Max, tu peux passer aussi plus de temps sur la relation, en fait. Exactement. Tu vois, au lieu de dire, mince, j'ai que 1 heure avec ce client, machin, faut que...
Bah non, t'es là, ok, j'en ai 2 parce que pour finir, c'est ça qui a de la valeur et c'est ça qui est important pour lui et je vais prendre le temps qu'il faut. Quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même alors que la société Gary est neuve, hein, on doit déjà en fait un petit peu sélectionner nos contrats, nos mandats. Parce qu'on a cette volonté en fait, de pouvoir garder le côté humain, mais ça prend du temps. Donc forcément, on ne peut pas se permettre d'avoir aujourd'hui 4000 mandats sous gestion pour en fait, qu'ils soient noyés dans un portefeuille où on ne s'occupe jamais des gens. Donc le but, c'est de rester qualitatif, mais ça a un coût aussi. Donc, c'est hyper intéressant parce que du coup, basé là-dessus, si on prend le monde idéal où tu te retrouves dans ce 60-40 où disons tu as l'IA qui fait toutes les tâches chiantes, disons-le. Admin, ouais. Ouais, ou admin ou autre, il reste le pur vendeur, entre guillemets. Quelles sont les caractéristiques qui font que ce pur vendeur, c'est le meilleur? Qu'est-ce que quelqu'un qui aspire à devenir bon vendeur ou qui est bon vendeur de base, qu'est-ce qui reste en fait? Il n'y a pas de bon, de mauvais vendeur. Moi, je pense pas qu'il y ait de bon. Le bon vendeur, C'est la thème il de vend, la- en fait. C'est ça. Le mauvais vendeur, bon, il vend, mais c'est pas pareil. Mais- Ouais, parce que tu vois, parce que tu parlais avant, je trouvais hyper intéressant le fait que tu dises un bon vendeur, il vend pas. C'est marrant comme phrase. Ouais. C'est Tu vends rien. ouais. Tu vends Mais rien. c'est drôle. Faut arrêter de croire qu'on est des vendeurs d'aspirateurs. Moi, c'est ce que je dis. Et puis encore, c'est très respectable de vendre des aspirateurs, mais c'est. En fait, c'est pour ça que quand moi, on me catégorise de vendeur de maison, je dis non, moi, je suis plutôt ton conseiller en patrimoine. Je vais pas te forcer à vendre. Tu vas venir me voir un jour, peut-être avec ta maison dans quelques années. Tu vas dire, ouais, j'ai cette maison-là, j'hésite à la vendre. Je vais pas me dire, ok, il faut la vendre, faut la vendre, faut la vendre. Ouais, bien sûr. Non, d'abord, on va regarder, on va peser le pour et le contre, et puis c'est ce qu'on devrait tous faire, en fait. Mais si tu veux des techniques de vente, effectivement, c'est l'anti-vente, c'est quelque chose qui est très connu. C'est de la psychologie inversée. C'est voir comment, en fait, tu vas réussir à mettre l'urgence chez un client, alors que toi, du coup, en fait, tu lui fais ressentir que tu n'as aucune urgence. Mhm. C'est compliqué, hein, c'est un jeu d'acteur aussi. Moi, j'ai lu pas mal de bouquins en fait, sur l'art de la vente. Alors, il y a des choses à apprendre, d'autres moins. Mais ce qui ressort souvent, c'est un bon vendeur. Mais ça, c'est plus, je pense, les discours des années 80, 90, peut-être début 2000. On dit souvent, c'est comme un comédien qui arrive sur scène au théâtre. S'il connaît son texte, tu vas croire, tu vas te plonger dans la pièce. Si par contre, le gars, il bafouille à toutes les 2 phrases, en fait, tu vas te rendre compte que tu es au théâtre, que c'est. En fait, tu vas commencer à regarder autour, tu vas voir les lumières, les trucs. Tu vas pas y croire, en fait, à l'histoire. Donc, tu dois connaître ton pitch, tu dois connaître ce que tu avances, et tu dois y croire. C'est ça. Et pour y croire, en fait, faut déjà dire la vérité. Donc, c'est être transparent avec les gens, et puis leur expliquer par A plus B. Donc, des fois, c'est dur, parce que quand tu arrives face à un client, surtout quand tu es dans notre mindset à nous où en fait on est en permanence à risque, tu vois. Enfin, on est entrepreneur, donc t'as pas de revenus garantis, t'as pas ton salaire à la fin du mois tous les mois. Il y a des moments où tu es dans ton creux de l'année et tu as besoin de faire des affaires. Et en fait, tu arrives face au client et tu dois jouer ce rôle-là, d'être très serein, très sûr de toi. Mais par contre, derrière, tu sais qu'il ne te reste pas énormément sur le compte. T'as la petite goutte là. Exactement. Et derrière, on la voit Derrière, ouais. Ah ouais, elle est cachée. Mais tu dois garder cet axe-là. Ouais. Parce que si, en fait, le client en face, il va sentir une pointe d'urgence, de push comme ça, il va jamais partir avec toi. Mais je trouve hyper intéressant parce que les émotions que tu en ressors, qui sont l'écoute, l'empathie, tu vois, la relation, le côté je suis là aussi pour t'aider, bah, c'est souvent pas forcément les émotions ou les choses que les gens associent à la vente. Et ça, je trouve intéressant aussi, et ça, je pense, c'est culturel. En Suisse, on a peur du vendeur, on n'aime pas le vendeur. On me déteste. On déteste le vendeur. Personne veut être vendu. Alors que si on prend par exemple les Américains, ils sont hyper fiers d'être salesman, tu vois, c'est le gars qui c'est le beau gosse, c'est le salesman, etc. Et ça, c'est vachement intéressant. Et donc il y a cet art, ce jeu de séduction, comme tu le disais un petit peu, parce que tu es quand même là pour faire ton travail, qui est de proposer un bien, mais plus de trouver le bon équilibre entre le bien que tu as, la bonne personne, la mise en relation, plus que de la vente, entre guillemets, si ce que j'entends est juste. Ouais, c'est exactement ça. C'est en fait, mais comme je faisais l'exemple avant,
Ouais. Pourquoi tu vas pas partir avec telle société plutôt que celle-là, alors que c'est toutes des grosses, toutes les deux, c'est des grosses sociétés. C'est la personne que tu vas avoir en face et c'est le. Moi, je me dévoile beaucoup face aux clients parce que je trouve ça super important. Parce que je pars du principe que tu peux pas faire confiance à quelqu'un dont tu connais rien. Donc c'est pour ça que avec les clients, quand je vais rentrer chez un client, la première fois que je vais le rencontrer, souvent le premier réflexe qu'ils ont, c'est ah bon, je vais vous montrer la maison, on va faire un tour. En fait, moi je les arrête tout de suite. Ce qui m'intéresse, c'est pas de voir la maison ou l'appartement, c'est de s'asseoir à table, m'offrir un café s'ils veulent, et puis de parler d'eux. Et puis en fait, quand eux vont parler d'eux, bah, moi je vais aussi parler un peu de moi. Et puis c'est là où tu crées en fait une relation. Et puis tu dois pas devenir meilleur ami pour autant. Ouais, mais tu dois montrer qu'en fait t'es un humain. T'es pas juste là pour prendre tes honoraires et partir. Donc il faut prendre le temps. Il faut s'intéresser aux gens. Et aujourd'hui, le truc c'est que tout va tellement très vite, trop vite même, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent plus la peine en fait de faire ça. Et ça, je trouve dommage. Donc, et ça fait partie du boulot de sales d'une certaine manière, tu vois. C'est la base. C'est la base. Mais je pense qu'il y a une hypocrisie aussi qui me rend fou, c'est cette hypocrisie justement. Mais tu vois, on n'aime pas le vendeur, tu sais, ce terme vendeur en français et tout, il est assez péjoratif. Et c'est tellement hypocrite parce qu'aucune boîte sans sales ne fonctionne. Donc c'est la base de ton truc, tu vois. Si t'as pas des bons sales derrière, des bons vendeurs derrière qui vendent ton produit, qui vendent ton service, out. Je veux dire, t'as beau avoir le meilleur produit du monde, t'es dehors. Et pourtant, on a une hypocrisie de dire ah non, mais non, vendeur. Et je pense que c'est assez faux. C'est-à-dire, oui, t'as le bon et le mauvais vendeur. Mais tu peux être vendeur et, tu vois, vraiment vouloir. Bien sûr, tu veux faire rentrer du cash et du business, etc. Mais tu peux le faire dans une optique positive où, justement, tu essaies de comprendre le client. Tu as ce rôle vendeur/conseiller où tu vas essayer de comprendre. C'est peut-être pas le bon moment. Peut-être c'est dans une année. Tu sais, comme tu dis, si tu donnes quelque chose, ça veut dire que tu vas lui offrir une information, tu vas peut-être pas faire tout de suite le deal, mais un an après, il va revenir et tu vas faire un deal 2 fois plus gros avec lui, etc. etc. Et pour moi, ça, c'est aussi la vente. On a toujours ce truc de vendeur de voiture, tu vois, où le mec, il essaie de te forcer un truc. Mais il y a ce côté où tu es obligé de faire de la vente. Tout le monde doit en faire. Il n'y a pas de discussion là-dessus, tu vois. Tout est de la vente d'une certaine manière. Et c'est assez hypocrite de penser l'inverse en disant non, mais nous, on fait pas de vente. On n'a pas de vendeur chez nous. Ah, d'accord. Ouais. Vous faites comment alors? Et c'est assez faux, quoi. Alors, il y a ce côté-là, et puis après, il y a l'autre côté où il y a certaines sociétés qui mettent énormément de pression sur leurs vendeurs. Et du coup, ça les force aussi à avoir des manières qui sont peut-être pas forcément idéales et très éthiques. Et c'est pour ça qu'après, nous, derrière, des fois, on en pâtit. Donc, c'est ça aussi, c'est peut-être la raison pour laquelle, des fois, le vendeur, il n'a pas une très bonne image envers une certaine tranche de la population, en tout cas. Mais... donc on a toujours un rôle un peu d'éducation face aux gens aussi pour leur montrer qu'on est là pour les aider. On n'est pas là pour dire des mensonges, les forcer à quoi que ce soit. On est là pour les accompagner en fait. C'est que ça. Mais il faut apprendre à le faire. Il faut avoir... Et encore une fois, moi je pense que le bon sales, il ne doit jamais être dans l'urgence. Jamais, en fait. Je vois tellement de vendeurs qui, en fait, quand ils répondent au téléphone, ils me stressent. Tu sens qu'il essaye. J'ai parlé 2 secondes au téléphone avec lui et il me stresse. Ou je sais que je vais l'appeler lui et en fait, je vais raccrocher, je vais le stresser. Parce qu'en fait, il a dit 200 mots à la minute et en fait, alors que en 30 secondes, c'était réglé. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, j'essaye toujours de jamais m'énerver, de toujours rester calme face à n'importe quelle situation, parce que c'est ce qu'attendent les clients aussi. Des fois, on a souvent du stress, on a des moments de tension, des frictions dans des transactions. Si tu restes posé, tu restes calme, en fait, tu vas calmer tes clients. Tu calmes tout le monde. Ouais. Exactement. Et en fait, là où tu peux discuter. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. De nouveau, tu rentres de nouveau dans un peu un jeu d'acteur. C'est là, voilà, avant de prendre ce call-là, je sais qu'il va être un peu tendu. Grande inspiration, ok, je baisse d'un cran la voix et tu parles calme. Tu choisis tes mots et tu avances tranquillement et normalement tout se passe bien. Mais ça, c'est des trucs que, en soi, tu les as appris un peu entre guillemets sur le tas, j'imagine. Parce qu'il y a peu aujourd'hui tu vois, pour dire toi tu veux former tes courtiers, tu vas leur apprendre ça parce que toi tu l'as appris. Il n'y a pas d'école de sales. C'est ça, tu vois, il n'y a pas d'école en soi. C'est pas vachement poussé aux États-Unis, machin, il y en a sûrement. Il y en a en France maintenant, on en parlait avant.
des écoles sales B2B, etc. Donc ça commence. Mais de nouveau, il y a tellement ce côté négatif, cette connotation négative sur la vente, que c'est peut-être pour ça, je sais pas. Mais il n'y a pas beaucoup d'écoles, tu vois, pour apprendre ça, etc. C'est assez difficile, non? Ouais, moi, je l'ai appris sur le tas. Ouais. Je pense que tu as un outil de base et après, tu vas le travailler. Tu vas trouver ton style, ça met des années, en fait. Mes collègues, c'est exactement pareil. Ils ont mis des années, voire une dizaine d'années à trouver le pitch parfait. Moi, je considère que aujourd'hui, face aux clients, je considère que mon pitch est bon à, on va dire, à 90%. Parce que je pense que tu n'atteins jamais les 100%. Mais ça fait 10 ans que je suis dedans. Ouais, que tu le travailles. Ça fait 10 ans. Tu vois mes pitchs du début, ouais, c'est laborieux. Hein. Mais donc, juste pour 10 ans dans l'immobilier, 10 ans aussi on va dire dans la vente immobilière. Ouais. Du coup, Gary, société Gary, qui est spécialisée dans la vente immobilière. Uniquement. Alors, peut-être 2 questions. C'est la première, pourquoi se spécialiser dans ce domaine-là? Alors toi, c'était ton expertise, etc. Mais pourquoi, quel était, on va dire d'un point de vue business, l'intérêt de se spécialiser, d'avoir une espèce de niche comme ça dans la vente immobilière? Déjà, cette question. J'ai tendance à faire des questions à rallonge. Donc une question à la fois. Voilà. On a tenu à se spécialiser parce que moi, je suis convaincu que tout le monde a son propre métier. Donc, on a une équipe qui est purement sales aujourd'hui. On est tous des vendeurs. Et j'ai toujours prôné, en fait, la synergie dans le secteur, en tout cas dans l'immobilier, d'avoir une synergie avec tous les professionnels de l'immobilier. Je préfère être ami avec les constructeurs, les promoteurs, les architectes, les asset managers, avec tout ça, plutôt que de me retrouver concurrent avec tous ces gens-là et d'avancer un peu en vase clos, comme, je sais pas, moi je vois toujours ça comme un peu l'étoile noire de Star Wars. Je préfère être une communauté de plein de partenaires qui travaillent tous ensemble et en fait on va échanger des bons procédés. C'est-à-dire que moi au moins je peux faire travailler je peux travailler avec les gens que j'apprécie et je sais qu'ils sont sérieux. J'ai pas une obligation à travailler avec un tel ou un tel. Et du coup je vais être aussi référencé par ces gens-là. Du coup grâce à ça en fait tu peux augmenter un petit peu tes parts de marché si tu restes vraiment dans ta niche, on va dire. Parce que si par exemple aujourd'hui on fait que de la vente de produits neufs et de biens existants, si demain je suis amené à développer une parcelle et je vais construire une promotion, un immeuble, tous les promoteurs avec qui je collabore aujourd'hui, ils vont me dire t'es bien gentil Greg, mais moi je vais pas te donner d'autres projets parce que le jour où tu tombes sur un terrain tu vas jamais me l'envoyer en fait. Donc c'est toutes ces choses là que moi j'ai pu voir avec le temps. Il y en a qui verticalisent très bien, c'est des grosses structures, ils le font très très bien. Nous, on a un mindset qui est complètement différent. On est des vendeurs, on ne va pas se changer. Je ne suis pas architecte, je n'ai pas fait d'études dans la construction, ce genre de trucs. Donc, et moi, j'aime profondément ce que je fais. En fait, j'ai pas envie d'avoir les problèmes qu'un développeur peut avoir ou qu'un constructeur pourra avoir. J'ai mes problèmes. Tu les aimes. C'est tes problèmes. Voilà. J'aime mes problèmes. Exactement. C'est les miens. C'est les miens. Et voilà. Et du coup, ce qui est génial, c'est que en fait, on se rend compte qu'on est copains avec tout le monde. Un peu moins avec les autres agences immobilières, forcément. On est copains, mais on reste concurrents. Et vous avez une expertise. Ouais, mais t'as pas la même relation, quoi. D'un côté, c'est une relation qui est quand même un peu plus. Mais voilà, là, on est vraiment concurrents avec les agences immobilières. Mais après, avec toutes les autres sociétés de construction, des promoteurs ou n'importe, on peut avoir des synergies à un moment ou à un autre. Donc, il n'y a pas de porte fermée, en fait. Je déteste avoir des portes fermées, en fait. Moi, j'aime bien. Après, ça, c'est le propre du vendeur aussi. Il aime être ami avec tout le monde. Si t'aimes pas sortir, si t'aimes pas voir du monde, si t'aimes pas faire des relations, il faut pas faire ce métier-là. Donc, on a créé la société, en fait, dans cette même axe. Donc, Gary, c'est un peu ça. Okay. Et aujourd'hui, tu me disais qu'il y avait que deux... En Suisse, il n'y a que 2 boîtes qui ont ce modèle-là. De vente je ne m'avancerai pas là-dessus parce que c'est ce qui me semble. Mais, ok, bon, on va dire qu'il y en a peu. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai dit un chiffre, mais on va dire il y en a moins de 10, allez, pour faire très large. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, comparé à des boîtes qui font plus de choses dans l'immobilier, etc. Ouais. C'est assez intéressant, parce que nous, on se pose aussi tout le temps la question dans notre domaine, tu vois, ce côté niche, spécialisation, tu vois, avoir une expertise dans un domaine plutôt que
d'être à 360 degrés et vraiment vouloir tout faire, etc. Je trouve assez intéressant parce que de nouveau, c'est un domaine que je connais en soi très peu. Et je pensais, j'avais cette vision de, en fait, il y a ces boîtes qui font tout. Et je pensais pas qu'on allait voir en fait de plus en plus des boîtes comme ça qui se spécialisent, tu vois, dans une verticale. En fait, je sais pas si c'est inconscient ou c'est voulu, mais si on veut faire un parallèle avec mon autre business qui est Urban Ride, c'est un peu le même concept en fait. T'as des boîtes qui font tout, et nous on va à contre-courant et en fait on se spécialise. Mais on l'a vu dans le sport, les gens en fait se redirigent gentiment vers les spécialistes plutôt que des généralistes qui font tout. Donc moi j'y crois. Ouais. En fait, demain, si tu veux vendre ta maison, tu as envie de la vendre à un bon prix, tu veux que ça soit fait rapidement, mais bien. Est-ce que tu veux la grande ancienne où en fait tu ne sauras pas à qui tu parles et puis qu'en gros il y a des process qui sont mis en place mais pour la totalité de la structure, ou au contraire tu veux le sniper qui va exactement le killer qui va en fait tu sais que lui peut-être qu'il est même pas forcément agréable mais à la fin il va faire le boulot. Ça va être bien fait, ce sera propre, ce sera c'est le sniper quoi. C'est ça. Et donc nous on est plutôt là-dedans, on est dans cette vibe là où on veut se placer comme vraiment des liquidateurs, que ce soit de projets, de vente, de n'importe quoi. C'est que si tu as besoin de faire une affaire, ce sera fait. Appelle. Et après, on va voir, là on est au début, donc après on verra aussi dans les process, dans comment aussi tu formes, comme tu disais avant, hein, comment tu formes un sales. Ça c'est le challenge d'après. Hein. Parce qu'aujourd'hui on a une équipe qui est forte, mais... parce qu'elle a de l'expérience. T'as des nouveaux qui rentrent, machin, faut leur montrer. Enfin, c'est aussi un gros challenge ça. Exact. Et c'est cool parce que t'es vendeur mais entrepreneur aussi surtout. Donc tu parles de Gary, tu parles d'Urban Ride. Ouais. Urban Ride, tu pourrais expliquer en 2 mots ce que c'est pour les gens qui nous écoutent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup de vente et que c'est ta passion et que t'adores ça, les relations humaines et tout. Je vois pas ça vraiment dans Urban Ride. Ou est-ce que comment est-ce que du coup cette passion-là, elle s'est aussi transmise dans un projet comme Urban Ride, qui au final est super différente de celle de Gary? C'est différent sans être différent. Nous on a créé Urban Ride en 2017 maintenant, d'un constat perso en fait. C'est que c'est arrivé d'une envie. On faisait tel sport, enfin on faisait du vélo en l'occurrence, parce que c'est un cycling studio, hein, donc c'est quelque chose qui est très démocratisé, on va dire, aux États-Unis, en Angleterre, un peu moins chez nous. Où en fait, le seul accès à cette discipline, c'était justement dans des sociétés, dans des fitness de généralistes, en fait, qui faisaient tout. Et en fait, c'était très calibré, c'était toujours un peu la même chose. Et tu n'avais pas beaucoup de flexibilité. Et nous, on voulait en fait avoir un endroit où tu pouvais faire cette discipline-là quand tu le souhaitais, à l'heure que tu voulais, et dans un endroit dédié en fait. Pareil, dans la spécialisation. Et en fait, le côté humain, il ressort sur le fait qu'on voulait recréer un club. En fait. On voulait recréer le lien avec les gens. Donc nous, on a créé aussi un système où... tu vas au fitness, tu vas badger, tu vas dire bonjour à personne, parce que même maintenant, il n'y a même plus de staff en fait, à l'entrée. C'est comme ça aussi qu'ils arrivent à faire des abonnements ultra attractifs. Nous, on a un concept différent, c'est-à-dire que tu vas arriver chez nous, on va connaître ton nom, alors que tu n'es jamais venu. Parce que tu t'es inscrit sur l'app, parce que tu as choisi tel vélo, et on sait que quand tu vas arriver, c'est Max qui arrive sur le vélo 22 au cours des 18h30. Et nous, on a mis les process en place pour que le staff à l'entrée, ok, il regarde la liste en amont, il sache qui est qui, puis au bout d'un moment, en fait, tu connais les gens. Et les gens apprécient ça et ils recherchent ça aussi. T'offres une expérience différente aussi. Quoi, oui. Mais ça part un peu du modèle de Starbucks. Starbucks, ils ont complètement créé leur modèle là-dessus. C'est qu'à la base, tu allais chez Starbucks, ils te parlaient un petit peu comme si tu étais un peu le copain, ils écrivaient le prénom sur le truc. Maintenant, j'ai l'impression qu'à grande échelle, Starbucks a un peu perdu ça. Ouais. T'as vu le truc de... Tu sais pourquoi Starbucks écrit souvent très faux ton prénom sur les... Pour prendre sur Instagram et mettre en photo. Je sais pas, j'ai lu l'histoire, je trouve malade. C'est qu'à un moment donné, t'as un mec qui avait une théorie qui disait il faisait exprès d'écrire faux. Parce que comme ça, tu te vois et c'est marqué
à l'escandre, puis t'es là, oh là là, et tu le prends en photo et tu dis ils se sont encore plantés ou j'en sais rien. Ah, donc c'est fait Mais je sais pas. Il y avait cette histoire à un moment donné que je lisais et je trouvais ouf et je trouvais ça tellement smart de dire s'il y a un mec qui est venu, je sais pas, un CMO de Starbucks ou un mec qui est venu avec cette idée, génie. Génie, bravo, parce que franchement, tu sais quoi, maintenant on va former notre staff, ils vont tous écrire faux les noms sur les cups pour que les mecs ils partagent. Franchement, bravo. Ah, c'est dingue. Mais pour continuer sur le sujet, je trouve, au-delà du fait que Starbucks n'a pas vraiment réussi à scaler ce concept-là, le concept quand même de la spécialisation et de la personnalisation m'intéresse beaucoup. Parce que c'est grâce à ça qu'ils sont devenus Starbucks. Enfin, en tout cas, au début, c'était leur truc. Et ce que tu dis là, c'est un peu pareil, c'est se spécialiser, le prénom, la personnalisation, le fait d'avoir l'impression de venir chez toi. C'est un peu l'âme d'Urban Ride et peut-être l'âme de Gary aussi, parce que vous avez une relation très proche avec vos clients. Est-ce que tu penses que c'est le meilleur moyen, selon toi, de vraiment construire un business qui dure dans le temps? Le meilleur moyen, on va dire, je pourrais te le dire dans quelques années. Mais en tout cas, nous, on y croit. Ouais. Et je me lancerai pas dans une société immobilière où on mise tout, quand même une grande partie sur l'humain. Et là, on a quand même misé pas mal sur l'humain aussi. Dans Urban Ride, il n'y a pas que dans l'accès, hein, c'est-à-dire il n'y a pas juste dans l'arrivée d'un client où il va sentir une personnalisation. Urban Ride, il y a deux choses. C'est qu'en fait, si tu veux, il y a ce côté où tout le monde se connaît, où on va te connaître quand tu arrives, on va faire l'effort à ce niveau-là. Mais après, il y a aussi un autre axe, c'est que nous, on essaye d'offrir le meilleur écrin au meilleur coach possible pour que le client ait la meilleure expérience possible. Donc, c'est un peu comme dans Gary, en fait. Nous, on essaye d'avoir la plus belle marque possible pour ensuite avoir les meilleurs vendeurs. C'est la même chose. Si tu veux, nous, sans les coachs Urban Ride, en fait, on a une très belle coquille vide. Donc, si tu veux, c'est autant le process d'accueil, toute la plateforme, tout ce qu'on peut avoir autour est ultra important. Autant l'humain, à la fin, qui va donner le cours et qui va donner son énergie et qui va donner son speech pendant le cours de motivation et qui va suivre les clients, ça va être aussi important que le reste. Donc la qualité du service prime. Nous, on est axé uniquement service client, de toute façon. Donc tout est fait, en fait, dans cette optique-là. Peut-être à tort, hein, même au début, parce que voilà, on fait tous des erreurs quand on ouvre. On a voulu te pousser tellement loin qu'au début, on a même voulu ouvrir un restaurant d'alimentation saine dans le concept, qui était clairement moins rentable que faire plus d'espaces de sport. On a tenté cet axe-là pour essayer vraiment de créer un concept, un lieu de vie, en fait. Après, il y a eu le Covid, donc forcément, on a dû revoir un peu notre copie. Mais c'est toujours, en fait, Urban Ride est parti non pas d'une expérience professionnelle dans le milieu du sport, parce qu'on n'est pas du tout des athlètes ou on n'est pas actif dans le milieu professionnel du sport, mais on est parti d'abord du constat client. C'est toi, pourquoi tu aimes aller dans tel endroit ou pas dans tel endroit? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu enlèves? Et en fait, on a gardé tout ce qu'on aimait garder, on a enlevé tout ce qu'on n'aimait pas. Les abonnements qui se renouvellent, typiquement. Maintenant, ça commence à se démocratiser, mais nous, quand on a commencé à faire le cours à l'entrée, mais ils nous disaient, en fait, tout le monde nous challengeait. Ah, c'est super cher. Je fais non, ce qui est super cher, c'est de payer quand tu vas pas. En fait. Mais par contre, nous, en fait, si tu veux, on est obligé d'avoir un degré d'excellence qui est toujours au top, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Les gens viennent pour ça, quoi, d'un côté. Ouais, et puis surtout, moi, je t'ai pas vendu un abonnement d'une année. Je t'ai vendu une entrée. Donc, si cette fois-là, c'est pas bien, la deuxième fois, tu reviens pas. Ouais. Exactement. Donc, on est obligé que ça soit toujours bien. Donc, on se met à risque comme ça, mais nous, on y croit. Et vous avez ouvert le deuxième, donc... Ouais, là, genre, je pense que... Récemment, non ouais. Donc, quand la vidéo sera publiée, probablement, ça sera ouvert. Ah, voilà. On peut dire ça a été ouvert, alors. Exactement. Donc oui, on a d'abord ouvert sur la rive gauche de Genève, et là, on va ouvrir sur la rive droite, donc au Paquis, où on augmente même notre offre, en fait. D'abord, on faisait que du cycling, du indoor cycling, et là, maintenant, on va venir intégrer un autre sport. Surprise. Peut-être si vous allez sur le site. Peut-être que si vous allez sur le site, vous verrez.
Tu dis juste un point, parce que pour moi, c'était un truc, je sors un peu du sujet, mais que j'avais vraiment envie de savoir, c'est, tu dis on à chaque fois, parce que vous êtes plusieurs. Urban Ride, vous êtes 5, si je dis pas de bêtises, 4. Urban Ride, on est 4. 4, et Gary, vous êtes 4, 5 aussi. Une grande équipe. On est 5. Fondateurs, hein, je dis cofondateurs. Ouais. C'est chaque fois des gros groupes de cofondateurs. Alors aujourd'hui, je dirais que tu connais que ça, parce que tu as fait ces 2 trucs avec chaque fois des 4-5 personnes, donc tu vas pas pouvoir comparer à autre chose, mais c'est quoi le positif d'être 4 cofondateurs et c'est quoi le négatif d'être 4? Parce que déjà 2, c'est galère, j'ai l'impression des fois. Donc 4, c'est quoi ça donne quoi? Jusqu'à là, on n'a pas eu trop de moments difficiles du fait qu'on était nombreux. Ok. On a monté, enfin des 2 côtés, en tout cas, les équipes ont été montées au feeling, aux skills des uns et des autres. Et parce que je pars du principe déjà que tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si l'opérationnel derrière est pourri, en fait, tu n'y arriveras jamais. Donc c'est pour ça que typiquement, tu prends Urban Ride, on a des skills qui sont complètement différentes mais complémentaires. Et grâce à ça, on a réussi à monter Urban Ride avec quasiment pas d'argent, avec très peu de temps, dans un business qu'on connaissait pas. Parce qu'on était là à se tirer. Et en fait, le but de ton équipe, c'est que quand on a un qui est vraiment au fond du bac, y a les autres qui vont remonter. Et on est passé par des phases de déprime professionnelle incroyables avec Urban Ride. Je pense qu'avec Gary, on va y passer aussi. Ça fait partie du process de l'entrepreneur, hein, de toute façon. Mais grâce à ça, on a réussi à ouvrir Urban Ride et on a surtout réussi à en ouvrir un deuxième. Et j'espère qu'on pourra aller encore plus loin. Mais si j'avais ouvert tout seul, j'aurais jamais ouvert le premier. Jamais. Et on avait été pitché Urban Ride chez un business angel avant d'ouvrir. Et je me rappelle, on était un peu naïfs et on est arrivé avec nos BP qui étaient super bien faits. C'était génial et tout ça. On avait des étoiles dans les yeux. Et le mec nous a dit quand même, on était au tout début, il a dit ouais, c'est super l'idée, revenez dans un an parce que là vous n'êtes pas mûrs de toute façon. Donc déjà, coup de massue sur la tête parce que tu te dis ok, de toute façon avant un an il se passe rien. Parce que c'est tous les entrepreneurs nous disaient si tu n'as pas mûri en tout cas ton projet un an, concrètement tu iras nulle part. Et nous on les prenait de haut et en fait déjà c'est vrai, clairement, parce qu'on a mis un an quand même à le faire. Par contre, un truc qui nous a vachement réjoui, c'est il nous a dit voilà, je constate que vous n'avez aucune expérience là-dedans, c'est votre première boîte, vous n'avez jamais rien fait d'autre que travailler en banque, dans la finance. Par contre, vous avez une équipe, et moi si je devais investir chez vous, je viendrais pas pour l'idée, pas pour ce que vous m'avez raconté, mais je viendrais pour l'équipe en fait. Et je pense que c'est ça ta grande force. Moi j'ai toujours été un team player, donc si tu as une équipe, tu peux aller où tu veux. C'est pour ça que j'y crois dur comme fer. Après, il y a des challenges, c'est clair. Tu dois gérer l'humain. Comment tu l'assembles, cette équipe? Parce qu'il y a forcément un point commun. Est-ce que c'est... tu parlais de feeling, mais est-ce que vous êtes mis d'accord sur vos valeurs, sur la direction dans laquelle vous vouliez aller, sur où vous vouliez emmener ce projet? Ou est-ce que vous étiez juste potes depuis 10 ans et du coup vous disiez de toute façon on s'entend bien, ça peut que marcher? Alors que souvent on dit travailler avec ses amis c'est dangereux parce que ça brise des amitiés, ça crée énormément de problèmes. Donc on entend tellement souvent des histoires comme ça que déjà est-ce que c'était des potes de base ou est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés? Comment cette Dream Team elle s'est créée en quelque sorte? Alors, Urban Ride, c'est des potes de toujours. Ok. Vous êtes le bon exemple de ce qu'on dit qu'il faut pas faire. Bon, pour l'instant, vous êtes le bon exemple. J'espère. Je vous souhaite je vous souhaite que ça continue, mais dans l'idée, on dit toujours il faut pas le faire et vous l'avez fait et ça, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. C'est tous des potes d'enfance, mais des vieux potes, hein, vraiment. Et l'équipe, c'est en fait, si tu veux, elle s'est constituée au fur et à mesure. C'est pas qu'on s'est dit ok, les 4 un jour, génial, on va faire un cycling studio. Non, t'as même pas idée par les stades par lesquels on est passé avant d'arriver à Urban Ride, le produit final. C'est pour ça que d'ailleurs il avait raison, ce business angel, de me dire minimum une année de réflexion, parce qu'autrement tu n'y arrives pas. Donc l'idée de toute base, c'est moi qui l'ai eue,
C'est pas pour faire l'arrogant, parce qu'on est en train de me filmer. Alors, c'est l'idée de base, c'est moi qui l'ai eu. Les autres, ils n'ont pas fait grand-chose. On va d'ailleurs donner leur nom après, mais ils n'ont pas foutu grand-chose. Ils sont sympas, mais voilà. Non, mais je dis ça, je me permets de dire ça parce que ce que je vais dire par la suite, ça va calmer tout le monde. J'ai eu une idée de base parce que moi, j'étais dans une étape de la vie qui était une transition, que je passais de la finance à l'immobilier. Je voulais de l'entrepreneuriat aussi, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir des réflexions à ce sujet-là. Et en fait, j'ai eu l'idée d'Urban Ride par rapport à un manque. Ce que je te disais, par exemple, j'allais au fitness pour faire du cycling, et en fait, ça me saoulait de payer un abonnement juste pour faire mon cycling, et c'était à une heure donnée, il n'y en avait qu'un par jour, si je ne pouvais pas y aller, en gros, j'avais raté mon cours. Et puis en fait, je me suis dit, en fait, ça serait génial d'avoir un endroit où je peux faire du indoor cycling quand je veux, où je fais que ça. Et comme toujours, tu tapes ça sur Internet et puis tu te dis, ouais, en fait, je suis pas le seul à avoir pensé à ça. Tu vois. Donc on a commencé à creuser. Moi, j'ai commencé tout seul en fait à avoir un peu une idée comme ça. Je me suis assis à table avec un des 3 autres, mais par hasard en fait, comme ça. Parce que d'abord, c'était juste un truc qui germe. Moi, je crois pas à l'idée qui arrive, Eureka, j'ai trouvé le truc, je vais me faire des millions, génial. J'y crois pas du tout, en fait. C'est juste, tu pars d'un problème, c'est comment tu vas réussir à trouver la solution à ton problème. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal d'enseignants qui disent ça à leurs élèves, de prendre des cahiers et dire, chaque fois que tu as un problème, tu inscris, en fait, le problème que tu as. Et en fait, dans tous les problèmes que tu as, t'as une boîte à 10 millions. En fait, je suis sûr, non, mais c'est vachement beau. Je suis sûr que sur t'en as 200 problèmes, peut-être, t'en as un que tu peux résoudre sur un truc que tout le monde a. Et en fait, tu peux solutionner le problème pour la moitié de la planète, Je vais peut-être. complètement retenir cette technique-là. Je la connaissais pas, je trouve ça génial. Mais alors, tu sais que moi, j'ai essayé c'est un vachement bon truc. J'ai essayé de le faire et c'est vachement difficile, en fait, parce que il faut changer ton tête. On se plaint tout le temps. T'es là, mais ça marche pas bien. Puis après, tu passes à autre chose. T'es là, attends. Et il faut se choper, en fait, au moment où tu le fais, de se dire, mais là, je me suis plaint parce que, je sais pas, moi, la file d'attente, elle est trop longue pour ce truc. Mais donc, il y a une opportunité et c'est super dur de le faire. Et c'est vachement dur de le faire sur la longueur, en fait. Ouais, et à l'inverse, il y a des moments où tu dis, j'aimerais bien trouver une idée pour une nouvelle boîte. Quel est un problème que j'aimerais bien résoudre? Et t'en as tous les jamais jours. aucune idée qui te vient. Zéro. Donc tu pars de tes problèmes à toi. Et après, normalement, tu tries en fonction de est-ce que c'est un problème que toi seul as. Ce qui est assez rare pour finir. Ce qui est assez rare. Ou est-ce que c'est un problème qui est global? Et du coup, là, tu vas commencer à réfléchir à des solutions. En fait, c'est venu de là. Et j'avais un problème. Et je me suis rendu compte, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui a le même constat que moi. C'est parce qu'en fait, on a fait des trucs de marché, on a vu la demande qu'il y avait pour ces services-là. Et après, en fait, l'équipe, elle s'est formée un peu naturellement. C'est-à-dire que j'ai commencé à en discuter avec un des premiers associés qui avait certaines skills. Moi, j'en avais d'autres. Après, on a vite arrivé au constat que, en fait, on avait besoin d'autres skills, d'autres personnes. Et on s'est dit, on va pas aller chercher très loin, en fait. On va juste prendre notre noyau dur. Et on a pris la personne dont on avait besoin. Et en fait, l'équipe s'est montée comme ça. Et c'est vrai qu'on a mis complètement de côté le concept de surtout ne t'associe jamais avec tes amis. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, ça tient et ça progresse, quoi. Donc on est ultra content. C'est génial. Et puis surtout, on a passé au-delà du Covid. Ouais, qui était probablement ça vaut 10 ans d'expérience. Ça, c'était vraiment pour une boîte pour une boîte en plus comme Urban Ride, quoi. Ouais, ça c'était compliqué, ouais. Parce qu'on parle souvent des restos qu'on morflait, des bars, tout ça. Mais on parle pas beaucoup des théâtres, des cinémas et des centres de sport. C'est quand même nous qui sommes restés fermés le plus longtemps. Ah ouais? Nous, on pouvait pas faire de vente à l'emporter. Hein. T'avais aucun moyen de... non, tu peux pas... Oui, alors on a essayé... En gros, c'était fermé. Maintenant, on a l'impression que c'était il y a longtemps, mais... Ouais. C'était quoi? C'était fermé, Urban Ride, vous avez fermé, hop, clé, complet. Merci, au revoir. Ouais, fermé complet, pendant 1 an et demi presque, quoi. Comment tu gères ça? Tu dois quand même continuer à payer ton loyer, j'imagine. Ouais. Après, t'essayes de trouver... Tu négocies. Ouais, c'est ça. Tu trouves des moyens. Alors, on a... Heureusement, de nouveau, on est 4. Donc... chacun a son input, chacun a ses idées, chacun a ses ressources. Et tu trouves les solutions comme ça.
Donc les charges, tu trouves des solutions. On a essayé dans un premier temps. Ça a été la grande mode. Au premier confinement, la grande mode, c'était de faire des cours en ligne. Génial, les 3 premières semaines, tout le monde était à fond, tout le monde était chez soi. On avait des audiences de malades, on faisait des cours en ligne. Mais en fait, c'était des cadeaux qu'on faisait, on les faisait pas payer. Et puis en fait, au bout de 2 mois, si on avait 4 personnes qui suivaient le cours, on était déjà content. Donc, c'était pas un truc qu'on pouvait revendre à terme ou on pouvait pas en faire un business model. Et puis on a pas reçu énormément d'aide. Et puis ça a été long, 1 an et demi. Tu dois continuer à payer tes charges sociales. Tu as le trou qui se creuse au fur et à mesure. Et tu espères en fait que ça s'ouvre pas. Et après, même quand ils nous ont dit qu'on pouvait rouvrir les locaux sous certaines en fait, conditions, c'est-à-dire qu'on avait besoin de 20 mètres carrés par personne. C'est 20 mètres carrés par personne. Ouais. Donc en fait, il y avait un vélo. Le coach, c'est tout. Ça. Dans notre salle de sport, en fait, on pouvait accueillir 4 clients par cours. Donc autant te dire. Et autrement, si on voulait amener tout le monde, parce que ça te coûtait plus cher de rester ouvert en fait, parce que tu devais payer, je sais pas moi, ton coach, ton charges. Ouais. Mais t'avais le droit de fermer ou t'étais forcé de rester d'ouvrir du coup? Non, en fait, c'est une discussion que tu as avec ton propriétaire. Après, c'est surtout ça. Mais donc c'était où tu ouvrais avec 4 personnes sans masque, ou autrement on ouvrait avec la capacité complète, mais tout le monde avec le masque. Et en fait, le problème, c'est que moi, si je fais un cours de bike avec le masque, je pense qu'à la fin du cours, j'ai 5 ou 7 malaises. Ouais, c'est clair. Alors ouais, on a dans le centre qui est pas loin de l'hôpital, mais c'est pas le but non plus, quoi. Non, c'est sûr. T'as un petit tunnel qui va directement, directement à l'hosto. On a le brancard. Installé un petit brancard. Pas mal. C'est bien. Donc non, je pense, et puis ça a été challenge justement pour les centres de sport. Moi, je vois mon frère est chanteur d'opéra. Ils ont perdu énormément d'argent sur plein de productions aussi, parce qu'ils produisent aussi des spectacles. C'est le milieu de l'art, il a morflé d'une manière mais stratosphérique. Et c'est vrai que en fait, t'as un groupement très fort en Suisse des restaurateurs et des bars. Du coup, c'est clair que, heureusement pour eux, j'ai envie de dire, ils ont fait beaucoup de bruit et tout ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier en fait d'autres business qui ont pâti énormément de cette période-là. Ouais, puis enfin, d'une certaine manière, vous le payez encore, vous relevez encore maintenant. Tu vois, si tu n'avais pas eu cette coupure d'1 an et demi, enfin une coupure d'1 an et demi, c'est pas juste 1 an et demi, puis après il y a tout qui est rose, c'est que tu la payes pendant. Enfin, l'impact, il est sur, j'en sais rien, tu sais mieux que moi, mais il est sur X années derrière, tu vois. Là, on arrive gentiment de nouveau à nos chiffres de 2019. Ouais, donc tu vois, on est fin 2023. Il faut t'accrocher. En fait, tu as l'année et demie où tu dois tenir, d'accord, mais après, tu as encore les 2 ans d'après où tu dois t'accrocher. Exactement, pour pouvoir pousser le truc, quoi. Ouais, puis il y a le trou que tu as creusé derrière, que tu dois combler. Il y a toutes ces choses-là. Donc ouais, c'est challenge. Mais au moins, tu apprends. C'est dans les périodes de crise, normalement, où tu apprends le plus. C'est là où tu as les opportunités aussi. On en a eu des belles. On les a saisies au vol. Et puis, c'est comme ça que on arrive à ouvrir maintenant le deuxième. Contrairement à d'autres qui n'ont pas pu, ou qui ont dû fermer, ou qui ont perdu encore plus que nous. Ouais, non, c'est sûr. Bon, vous avez quand même construit. Moi, j'avais souvent une discussion avec un de tes cofondateurs, Marc, justement, parce qu'on parlait marketing et tout, il me dit écoute, pour nous, honnêtement, pour l'instant, on n'est pas les bons clients parce que on n'a pas besoin, quoi. Je suis là, écoute, tant mieux, je suis très triste, mais tant mieux pour toi. Mais c'est génial parce que tu vois, il n'y a pas beaucoup, pour finir, tu te dis, il n'y a pas beaucoup de boîtes. Maintenant, vous avez ouvert le deuxième, etc. Il y a le même challenge, etc. Mais c'est quand même assez ouf de se dire que voilà, vous avez monté ce truc, 4 potes. C'est un peu l'histoire, tu vois, c'est un peu l'histoire. C'est un peu le rêve de beaucoup de gens. Et vous avez réussi à le sortir, vous avez réussi à le faire. Et je trouve ça assez cool, quoi, parce que de nouveau, c'est aussi l'histoire de vous étiez tous, si je dis pas de bêtises, à part un, je crois, vous aviez tous un job à côté. Ouais, bien sûr. Donc vous avez d'une certaine manière suivi le schéma que beaucoup de gens voudraient suivre en disant ok, je garde mon job à côté, en même temps je monte un truc. Ça paraît être le chemin idéal, mais il est pas si facile, il est galère, la preuve. Mais voilà, vous avez réussi à le faire et je trouve ça assez cool d'un côté. Pour moi, c'est une belle histoire dans l'écosystème suisse romand. Je trouve que c'est une belle histoire d'entrepreneuriat. C'est super valorisant à terme, te dire ok, on a réussi à monter ça. Ouais. C'est vrai que quand on a réceptionné le nouveau local qui est flambant neuf, qui est incroyable, on était là les 4, où tu allumes la musique dans ta nouvelle salle, où tu as le système son qui est fou,
les lights qui sont incroyables, bah, t'es là et puis en fait tu te regardes tous. Petite larme quand même ou pas? Puis ouais. Moi je crois que franchement j'aurais une petite larme. Moi j'avoue j'aurais peut-être t'es une petite quand larme. même, sentiment de Rien fierté. que tu me l'expliques là, tu me le dis, T'as j'ai un déjà peu les le frissons. J'ai un peu. Ouais, tu sais, tu te Je suis regardes. d'accord, et ouais. puis T'es là les gars, on l'a fait. on Ouais. l'a fait, on est là. En fait, Ouais, on moi est je là. trouve ça assez stylé. Autant le premier c'était déjà ultra challenge à le faire, autant le deuxième était aussi compliqué à sortir. Et sans parler même du Covid, mais c'est ouais. Donc t'es là et c'est ces moments dans la vie en fait où même on parlait de voyage un peu plus tôt. C'est ouais, ces moments où il se passe des choses vraiment dans ta vie où t'es là, ouais, ok. C'est vraiment ça te prend aux tripes quoi. Et on est ultra fiers de ce qu'on a fait, c'est clair. Mais moi, quand j'ai des personnes que je connais ou des amis qui me disent ah mais c'est génial, moi j'ai envie de faire la même chose. Moi aussi, je vais monter un petit truc à côté. Ah, c'était pas un petit truc à côté. Hein. Ouais, c'est ça, on se rend pas compte de l'effort et de la. Ouais, le au truc niveau mis derrière. perso, au niveau financier, au niveau. Les nuits blanches, on en a fait. Hein. Parce que surtout quand tu as un job à côté Bah ouais, et c'est tu ça, le comptes truc, sur c'est que ton tu job fais pas pour payer financer le. ton projet, mais tu le fais avec entrain, tu le fais avec plaisir parce que tu es juste motivé par quelque chose que tu n'as jamais connu. Non, puis de nouveau, je pense que même si vous aviez pas réussi, c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est enfin, ça aurait été moins cool pour vous, mais sur le principe, c'est pas grave, tu vois, vous auriez vécu un truc de ouf. Ouais. Où tu as créé un truc, tu as essayé de créer un truc. Est-ce que le Covid vous aurait. Tu vois, tu survis pas le Covid, bah ça arrive quoi, c'est pas grave, tu vois, c'est pas pour autant que vous avez pas créé un truc de fou. Il s'est passé des choses que tu les contrôles pas quoi. Ouais. Et pour finir, bah, la finalité est entre guillemets négative, mais tout ce que tu as construit avant, c'est juste incroyable. Tu vois, il y a aussi ça à prendre en compte. Bah, après, en Suisse, le problème qu'on a, c'est qu'on n'aime pas trop l'échec. Mais c'est ouais, alors on a eu toutes des discussions. C'est un énorme mais c'est problème. ça, mais c'est ce qu'on essaye. Enfin, on essaie de changer. C'est pas moi qui vais le changer, Non, mais dans l'idée de dire, mais tu vois, même ça en fait, ça aurait pas été Mais grave. ça- Vous avez créé un truc de Mais fou ça va quand venir. même. On dit toujours, on a 10 ans de retard sur les Ouais. États-Unis. Donc j'espère qu'à un moment Un jour, donné, on va y arriver. on y arrivera et puis que la nouvelle génération, ils auront moins de peine à se lancer. Mhm. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui encourage l'entrepreneuriat en Suisse. Hein. Rien du tout. Rien du tout. Enfin, rien du tout. Oui, il y a des organismes qui poussent un petit peu, mais c'est très compliqué. Nous-mêmes, on a essayé d'y avoir accès et franchement, c'était quasiment impossible. Donc, on va dire Urban Line, non, on l'a lancé avec nos petits moyens. Et encore, lancer un fitness, c'est lourd en structure, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des travaux chez vous, mais déjà, quand tu dois rénover ta salle de bain, c'est déjà galère. Donc, imagine faire 12 salles de bain d'un coup, alors que tu n'as jamais fait de travaux de ta vie. Enfin, c'est juste le sommet de l'iceberg. Mais quand Déjà de la peine à planter un tableau. Donc. Ouais, voilà. Pas à moi qu'il faut demander. Mais... Donc, c'est toutes ces contraintes-là, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est juste déjà construire ton fitness. Puis après, tu as tout le concept que tu dois mettre en place. Et puis le matériel, enfin, même en termes de matériel, il y a des coûts, Matériel, il y a des. Les vélos, les plateformes. Nous, on voulait des vélos connectés. On voulait récupérer les données des vélos pour les afficher pendant les cours. On voulait un certain style de cours. On voulait que tu puisses aussi que ce soit un peu plus 2.0. C'est-à-dire que tu puisses quand même booker ton cours depuis l'app, que tu puisses choisir ton vélo. Tu choisis parce qu'il y a des gens qui aiment bien être derrière, d'autres devant. Que tu puisses choisir ton coach. Toutes ces choses-là, ça paraît bête aujourd'hui. Ouais, mais c'est Parce que énorme 5 comme ans réflexion derrière. 5 ans sont passés. Maintenant, il y a plein de fitness qui font ça. Mais nous, quand on a créé Urban Ride, tu allais dans n'importe quel fitness, tu avais bien le coach qui voulait te donner, tu prenais le vélo qui restait, et puis voilà. Hein. Donc, on a répondu en fait à une demande à cette époque-là. Et maintenant, avec le nouveau, si vous êtes sur le site, vous verrez ce qu'on fait. Je pense qu'on répond à une nouvelle demande. Mais donc, c'était le challenge, ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui a envie lui-même de se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est quoi les conseils que tu pourrais lui donner? Surtout, vas-y pas, fais-le pas. Surtout, reste là où tu es, cours. Cela dit, c'est drôle que tu dis ça parce que Jensen Huang, le fondateur de Nvidia, tu l'as vu, il est incroyable. L'interview sur Acquire vu est la vidéo. incroyable. Et justement, je l'ai écouté en entier. Excellente interview si vous voulez l'écouter, elle est top. Et la question, c'est justement si tu devais tout refaire, tu ferais comment? Puis je le ferais pas. Je le ferais pas. Ouais. Alors, je suis pas au même niveau que lui, hein, je me permettrai pas. Non, faut le faire, mais en connaissance de cause. Moi, avant l'entrepreneuriat, je faisais 15 kilos de moins. J'avais beaucoup plus de cheveux. Bon résumé. C'est juste ça, faut être prêt à ce genre de truc, quoi. Faut avoir l'air insolite. Ouais, faut pouvoir encaisser. Hein. C'est au-delà juste du fait, faut pouvoir encaisser les heures que tu vas faire, mais la pression sociale que tu vas avoir aussi, parce que pendant quelques années, tu vas peut-être pas super bien gagner ta vie.
ça peut être très compliqué sur plein d'aspects perso et professionnels. Donc, il faut juste se préparer quand même à ça. Après, si tu y arrives, la finalité est incroyable. Comme on disait, tu avais les goosebumps juste avant. Bah, c'est ça, en fait. Donc, tu peux avoir ce feeling-là à terme. Mais il faut faire le voyage, quoi. Faut faire le voyage. Pour terminer, dernière question, c'est un peu la question tradition qu'on pose à chaque fois à la fin aux différents invités. C'est selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour construire ou pour avoir une belle vie? C'est quoi le secret? Le secret. Depuis que je me suis lancé dans plusieurs aventures entrepreneuriales, pendant longtemps j'ai cru que c'était l'argent. Et aujourd'hui, en fait, l'argent pour moi il est accessoire. Tout ce que je fais, je l'ai jamais fait pour l'argent en fait. Urban Rail, je l'ai fait parce que j'étais passionné par ce qu'on faisait et parce qu'on avait envie de le faire. Gary, je le fais parce que je suis passionné d'immobilier et puis j'ai envie de monter un business. Pour moi, la réussite, c'est quand même être confortable dans ta vie, mais sans gagner forcément des millions. Et juste le fait d'avoir de la crédibilité en ce que tu fais. C'est juste ça. Donc, ouais, c'est plutôt ma vision de la chose, en fait. C'est juste être respecté dans ce que tu fais, d'avoir de la crédibilité dans ce que tu veux dire, et puis d'aimer ce que tu fais. Franchement, si t'aimes ce que tu fais tous les matins, bah, ce serait trop cool. Donc, tous les jours, je vais au bureau à Gary. En fait, d'ailleurs, on n'appelle même pas le bureau, on appelle ça la maison. Donc, tu vois, c'est un bon indicateur. Donc, voilà. Vous avez un bureau On a un bureau maison. assez cool. Un bureau maison. On a eu la ouais. chance de déjeuner. Très C'est sympa. très sympa. Ouais. Je recommande à tout le monde, pas de passer à l'improviste, mais s'ils sont invités, d'y aller. Disons que si tu les invites, je leur dis allez-y, vous allez vous marrer. Appelez-nous 5 minutes avant. Vous allez vous marrer. Voilà. Cool. Greg, merci beaucoup pour ton temps. C'était Merci, trop cool de Alex. partager avec toi. On a Merci, encore plein de Alex. choses à discuter, mais ce sera pour une prochaine fois. Yes. Merci et à très bientôt.